Mesdames, Messieurs, l'Institut national de l'histoire de l'art et le château de Fontainebleau de vous recevoir à l'occasion de la 9e édition du Festival de l'histoire de l'art. La conférence qui va suivre a pour intitulé « État des lieux des études en muséologie et en management muséal dans les pays nordiques » avec mesdames Marlene West Hansen et Tone Hansen. Bonne conférence. Yeah. Okay. Is it on? Yeah. Thank you for inviting. Merci de m'avoir invité ou nous avoir invité. Vous voyez que Hanson n'est pas un nom très original. Vous avez le privilège d'en voir deux d'entre nous. Moi, je suis danoise cependant et ma collègue est norvégienne. Mais de la famille, nous ne sommes pas du tout de la même famille, mais nous nous connaissons, nous avons déjà travaillé ensemble. Aujourd'hui, je vais parler, comme vous le voyez, de l'état des lieux des études en muséologie et en management muséal dans les pays nordiques. Et je vais parler du fait des conservateurs de musées dans l'art contemporain. Ce paradoxe de la contemporanéité parle de la situation intrinsèque et problématique des musées d'art moderne et contemporain aujourd'hui. L'emphase historique a été la conservation et la collection, l'œuvre de conservation et de collection des musées, de par le passé, comme l'a noté Béatrice von Bismarck, pour n'en mentionner qu'une. Cependant, beaucoup des musées d'art contemporain établis après la Deuxième Guerre mondiale ont donné une reconception de cette catégorie du musée en tant que tel. Le musée d'art moderne de Louisiana au Danemark a été l'un des premiers qui ont remis en question la tradition muséistique. Dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais vous montrer certains aspects de mon projet de recherche actuel à l'Université de Copenhague. Il s'appelle la conservation des musées de une histoire des expositions dans les musées d'art moderne en tant que nouvelles institutions. La Louisiane, je dis, était, surtout lors des 2 premières décennies après la fondation, en 1958, a été un modèle clé de musée d'art qui voulait répondre au défi d'être conservateur d'œuvres d'art pour des œuvres contemporaines de la société et dans un État-providence tel que l'État danois. Aujourd'hui, le musée Louisiana est parmi les plus internationaux, les plus importants au niveau international, et il a été considéré par les politiciens et par le public en tant que le modèle de musée d'art danois et a attiré beaucoup de visiteurs et a reçu beaucoup d'expositions et d'événements culturels. Cependant, lorsque Louisiana a ouvert ses portes au public en 1958, il a causé un débat intense. Louisiana se trouve au nord de Copenhague, dans un parc magnifique sur le cours Øresund face aux côtes de la Suède. Et il a été construit pour accueillir un grand public et offrir un espace à l'art moderne. Le public était enthousiaste et ravi que cette nouvelle institution ait été créée. Il a bientôt été appelé l'un des plus beaux musées du monde. Et cependant, il a aussi provoqué un intense débat sur le rôle des musées d'art dans la société danoise. Louisiana était considéré comme l'anticonformisme, le pôle de l'anticonformisme et le pôle de la provocation.
dans le monde des musées d'art. Et donc, il a même été considéré comme vulgaire de par le fait qu'il soit si célèbre, enfin aussi visité. Et on disait par conséquent, on parlait de la cafétéria et on demandait comment voir de l'art dans un décor aussi banal. Et d'ailleurs, le changement d'exposition était critiqué car l'argument c'était que ça n'avait pas l'air d'être un musée, c'était plutôt un centre d'exposition. Et voici la Galerie nationale du Danemark. C'était le musée national de l'art. Et ça, c'est en 1977. Et là, vous voyez l'entrée au musée Louisiana. À Louisiana, la bonne expérience était l'alpha et l'oméga. Le fait que ce soit confortable était clé dans la construction du musée. Et donc, l'idée, c'était de créer un centre pour des citoyens démocratiques dans une société démocratique. Il s'agissait d'une nouvelle société dynamique et par conséquent, il fallait changer les idées traditionnelles du musée. Les musées n'étaient plus des temples ou des forteresses de l'art, comme le musée traditionnel tel que la Galerie nationale du Danemark, qui a été construite en 1906. Modestly human-scaled architecture. Louisiana était une architecture à échelle humaine et changeait constamment ses expositions. Et cela a été clé pour accueillir le public et pour créer un espace public démocratique. L'idée, c'était que l'exposition, c'était le premier lieu d'échange dans l'économie de l'art, étant donné que c'est là que les œuvres rencontrent leur public. Et comme le disait un critique d'art dans son livre sur la muséologie des 20 dernières années. Donc, c'était un événement historique, social, culturel, politique. L'exposition indiquait quelle était la signification culturelle de l'art, surtout de l'art contemporain. Louisiana a été pensé comme un espace non prétentieux et ouvert au public et au public populaire. Knud Jensen, l'architecte, voulait créer une atmosphère où l'on se sentait chez nous. Et c'était comme si l'on rendait visite à un oncle excentrique à la campagne, qui habitait à la campagne. Et même au fur et à mesure où le musée a grandi jusqu'à l'échelle qu'il occupe actuellement, Jensen a insisté sur cette ère, disons, de vieille villa avec son entrée, justement, qui avait un peu cette aire d'entrée de vieille villa. Louisiana a été créée pour encourager le public à passer un bon moment, à se détendre et à avoir une expérience sur place. Et on voit le parc et la cafétéria confortable face à Øresund avec une petite bibliothèque où l'on peut boire un café face à la cheminée et admirer la merveilleuse vue de la côte suédoise juste en face. Le premier
Louisiana s'est concentré sur l'art et le design contemporain et aussi il y avait des objets disponibles dans les expositions comme des vases de fleurs et des cendriers et il n'y avait pas de gardien pendant les premières années pour que les gens se sentent vraiment chez eux à l'aise. Des clubs ont été créés, un club d'adultes, un de jeunes, tous pouvaient participer, faire partie de ce club du Louisiana. Et on même des conférences de conservateurs ont été organisées, ainsi que des concerts de jazz ou de musique classique. Et on a même dansé dans certaines des pièces du musée. Et où il y a aussi des débats organisés avec des intellectuels, comme vous voyez ici. Et les premières années, il y a eu des débats sur des sujets tels que le rôle du public dans la société et le rôle de l'art dans la société. Et on croyait beaucoup au rôle de l'art. Et aussi, le musée accueillait les enfants dans une salle où les enfants pouvaient peindre pendant que les parents visitaient les expositions. Moi, je me souviens que je suis allée au Louisiana lorsque j'avais 5 ans et je peignais. C'était ma première expérience de musée d'art contemporain. Puis après, le Louisiana a créé une maison des enfants spécifique et construite en suivant les programmes les plus avancés, les plus progressistes en ce qui concerne l'éducation. Janssen s'est concentré sur les enfants car il considérait que c'était un des rôles les plus importants des musées d'art, de former les enfants afin qu'ils deviennent des créateurs et des citoyens libres dans nos sociétés démocratiques. Et il est vrai que les stratégies éducatives en général étaient fondamentales pour le Louisiana. Au lieu de catalogues traditionnels, il y avait la revue de Louisiana. Vous voyez ici les clubs. Et voici les premiers numéros de la revue de Louisiana. C'était un magazine qui présentait les rôles et les missions du musée, mais pour ceux qui n'étaient pas professionnels de l'art. Cela combinait parfois des articles sur l'art et sur la société en général. Surtout lors de la première décennie, la revue Louisiana offrait des perspectives culturelles très larges. Par exemple, on pouvait trouver 10 pages de photojournalisme sur l'État-providence de la Suède, lorsqu'il montrait des expositions au musée moderne à Stockholm dans les années 60. En fait, celui-là a ouvert, le musée moderne de Stockholm a ouvert quelques mois avant le Louisiana et ça a été un modèle que l'on a suivi, ainsi que le musée Stedelijk d'Amsterdam et le MoMA de New York. Au début, Knut Hansen voulait créer une collection en se concentrant sur l'art danois et ensuite établir des connexions à l'art scandinave. Vous vous souvenez, c'était 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on voulait créer des liens nordiques forts. Mais après avoir visité la Documenta Kassel en 1959, Knut Jensen a eu ce qu'il appelle son choc documenta, son documenta choc, car il a été en contact avec des travaux qui lui ont vraiment, qui l'ont renversé, comme le travail de Jackson Pollock. Donc, il voulait que le Louisiana soit un musée d'art moderne qui collectionnait l'art international, c'est-à-dire en général l'art occidental d'après la guerre. Et cela a mis du temps de changer de stratégie de conservation comme l'a fait Jensen immédiatement après avoir vu. Et cependant, Jensen, après avoir vu Documenta,
a tout de suite changé. Il a fait une exposition du sculpteur Ruyabaga Johnson, un sculpteur danois. Jensen a ensuite organisé 70 expositions lors des 10 premières années du musée. Donc, le nombre d'expositions accueillies par le Louisiana dans les années 60 était bien plus important que les musées traditionnels. Cela représentait, en fait, cela révélait son souci de refléter l'art contemporain dynamique et ils accueillaient des événements plus larges comme l'art d'Amérique latine ou des expositions aussi d'architecture et de design, ainsi que des expositions qui montraient d'autres collections en plus des événements plus traditionnels, des expositions plus traditionnelles. C'est à cette époque que Knud Jensen a mis en place son principe SONA, c'est-à-dire que l'on mélangeait des expositions chaudes, des expositions froides. Par exemple, une exposition chaude, ce serait une exposition de Picasso et qui permettait de réunir beaucoup de visiteurs et donc d'avoir un revenu. Et ceci permettait d'accueillir des expositions de peintres moins connus, plus inconnus du public et donc avec moins de succès. Et beaucoup des expositions étaient très innovatives. Il y avait le mouvement dans l'art en 1961, présenté à Stedelijk, à Modena, Modena Museum à Stockholm et au Louisiana. Et cette exposition était caractéristique de la collaboration avec les deux conservateurs pionniers, William Sandbach à Stedelijk et Pontus Hultén, qui était le directeur du musée Moderna Mosel à Stockholm. Le mouvement dans l'art s'est concentré sur cette force de l'art du XXe siècle pour donner lieu à une idée très vivante de l'art avec les performances en collaboration étroite entre les conservateurs et les artistes contemporains. Je suis désolée, je n'ai pas de photos à vous montrer car j'ai eu des petits problèmes, enfin même des problèmes assez graves avec mon ordinateur et donc je ne pourrai vous montrer que cela pendant ma présentation. Mais depuis le mouvement dans l'art et surtout au Danemark, Jean Tangelis explorait des machines. Et en 1970, Tavanati est aussi devenu un succès de scandale. Ici, l'expérience sociale, contemporaine, culturelle, politique, telles que les étudiants allemands et les écoles d'art telles que Pirgenin et Paul Gannes, sont intervenus dans le musée alors que Pierre Nalcol a organisé une performance pour documenter un abattage de cheval en manifestation contre la guerre du Vietnam dans le musée. Tous ont dépassé les limites entre l'art et la vie. Et même dans un environnement aussi ouvert que le Louisiana, certains artistes ont quitté cette exposition comme signe de protestation. Même si Knud Jensen avait fondé la Louisiana en tant qu'un musée privé, il était très actif dans la politique et la vie publique et les politiques et culturelles du Danemark. Il croyait dans le rôle public de l'art. Il venait d'une famille aisée et il a vendu l'entreprise familiale pour établir le Louisiana et évidemment, musée qui a reçu de l'appui de l'État dans la tradition sociodémocrate du Danemark. Et il a établi un ministère de culture au Danemark en 1961. Il a participé à des débats
et il a publié des articles et des livres. Et il a créé une fondation qui possédait le Louisiana et la maison d'édition Clunendel. Oui, l'interprète dit que la dame lit trop vite son texte. Nous sommes désolés. En 1966, Jensen a publié le livre Wonderland or Utopia, des articles sur la politique culturelle de l'État de Providence. En danois, on le voit, mais l'interprète ne se lancera pas dans le danois. Et dans Wonderland, il fait allusion à la croissance du matérialisme et de la richesse dans les années 60 que Jensen trouvait problématique. Et je le cite, « L'idéal de la société actuelle de l'abondance et le vieux mythe de Pays des Merveilles dans sa version moderne où l'on mange du poulet grillé et on voit des jeunes filles attirantes sur les premières pages du paradis des vacances bien organisées. La volonté, c'est de consommer, c'est tout. Et il a comparé cela avec l'utopie d'un autre côté, où les artistes risquaient de couler sous le matérialisme de la société. La société de l'État de Providence, disait-il, avait besoin d'une réponse politique pour équilibrer les besoins matériels et spirituels afin d'arriver à une société plus démocratique. Aujourd'hui, le monde qui a vu la naissance de Louisiana a changé de façon incommensurable. De vastes changements technologiques, économiques, culturels et politiques ont présenté une gamme de nouveaux défis aux sociétés de l'État-providence démocratique, ainsi qu'aux expositions des musées et aux conservateurs de musées qui ont été et cela a profondément impacté l'art. Ce changement dans les expositions de musées, comme le décrit le directeur de la Tate, Nicolas Serota, décrit une préférence de l'expérience sur l'interprétation. Dans les premières décennies, le Louisiana avait présenter un équilibre vital de cette expérience et interprétation, et de cette interprétation. D'un côté, l'expérience du visiteur et son interprétation d'un autre côté. En ouvrant de nouveaux espaces au Louisiana, y compris une salle de concert, par exemple, Knut Jensen disait, plus notre programme offre de possibilités et plus le Louisiana remplira son but, être un endroit créatif et musical qui s'engage pleinement dans la société contemporaine. En même temps, Jensen insistait dans une lettre à la direction au conseil d'administration du musée sur le fait que le but du Louisiana ne devait pas devenir une machine à faire des expositions juste pour amuser le public. C'était en 1976, mais dans la décennie suivante, la stratégie des expositions du Louisiana s'est beaucoup rapprochée de cela, c'est-à-dire une machine à faire des expositions. Bien que le Louisiana soit adoré par le public en général, il a été critiqué par les professionnels de l'art de par son manque d'ambition et d'audacité dans ce qui est la conservation muséistique. Et quelques critiques l'ont trouvé trop conformiste et conservatif et conservateur. Et également moi-même, lorsque j'étais critique du journal danois Politiken au début des années 90. Et de par une longue
beaucoup d'expositions de peintres célèbres et d'artistes modernes présentés comme des mythes de l'artiste génial. Picasso, le Louisiana a par exemple organisé 4 expositions sur Picasso. C'est devenu une institution de l'art plus établie, comme c'est le cas de toutes celles qui ont été créées, tous les musées qui ont été créés dans les années 50, 60, 70. Et ça, c'est le paradoxe de l'art moderne et contemporain, de musées d'art moderne et contemporain. Lorsque on préserve, quand on conserve le présent, eh bien, l'art contemporain devient de l'histoire de l'art. Et même actuellement, cela est un défi car l'art est un composant essentiel de la liberté et de la création. En même temps, le modèle du Louisiana met l'emphase sur le contemporain et ce n'est plus l'exception, cela, c'est la norme. Tous les musées le font. Et j'en arrive presque à la fin, une façon commune d'être conservateur d'art contemporain, c'est de travailler de près avec les artistes afin que les musées ne soient pas seulement des collectionneurs et des lieux d'exposition, mais également des producteurs d'art. Et ceci est vrai pour beaucoup de musées d'art contemporain et moderne, et de plus en plus même pour les musées traditionnels. Et là, j'en reviens à la Galerie nationale de Copenhague, la Galerie nationale danoise de Copenhague, qui se transforme afin de devenir plus intéressante pour le public contemporain. Ils accueillent des expositions temporaires et liées à des événements culturels et sociaux. Donc, cette majesté et solennité de l'institution et de ces espaces se transforme pour accueillir des publics plus larges et qui ne font plus partie de l'élite. Donc, vous voyez le vestibule qui mène à une des salles d'histoire de l'art. Et aujourd'hui, le visiteur sent plus de curiosité que d'admiration. Maintenant, par exemple, le hall a été refait par l'artiste danois contemporain Dan Vo. Hier, il parlait de cela, enfin de cette œuvre. Vous vous souvenez? Donc c'est lui. Je vais vous en parler un peu. Son travail du chandelier, vous le voyez également au programme à la page 12. Et il est très décoratif et il s'appelle 0803 28 05 2009. Et c'est caractéristique de la stratégie de Vo. Il utilise des objets qui jouent un rôle simple et complexe et qui font allusion à une perspective personnelle et politique à la fois. Le chandelier est ici vient du XVIIIe siècle et en fait, il était placé au-dessus de la table de conférence de l'hôtel Majestic de Paris où l'accord de paix, les accords de paix ont été signés, de paix du Vietnam ont été signés en 1973. Donc cet accord de paix a formellement mis fin à la guerre du Vietnam. Cependant, les troupes américaines se sont retirées de Saigon et le Saigon a donc été battu par le Vietnam du Nord, ce qui a forcé un grand nombre de Vietnamiens du Sud à s'enfuir, tels que la famille de Dan Vo et sa famille. Donc, le chandelier décoratif est témoin de l'histoire personnelle de l'artiste et aussi de l'histoire de son pays en même temps. Et
Et l'année dernière, on a vu, il a fait une exposition telle que celle qu'il a faite au Guggenheim, plus ou moins, et il déplaçait des objets des collections permanentes du musée de façon inattendue. Il a même fonctionné en tant qu'un designer intérieur de la nouvelle cafétéria du musée. Et ce qui était très provocateur il y a 50 ans dans un musée danois, c'est-à-dire une cafétéria, est maintenant habituel et même fondamental de nos jours. Mais dans son format de musée d'art plus standard, le Louisiana a essayé de s'atteler à des sujets importants de l'histoire contemporaine. Et je vais vous donner un exemple. Vous voyez l'entrée au Louisiana. C'est vraiment pas une entrée monumentale, hein. Mais ici, j'aimerais vous parler d'une exposition, car le Louisiana semble avoir adopté une nouvelle stratégie historique en réécrivant l'histoire de l'art moderne et contemporain en se concentrant sur certains artistes, comme le font d'autres musées actuellement. Cette dernière décennie, le Louisiana a utilisé le format très traditionnel des expositions pour montrer des femmes artistes telles que Paula Mooders and Baker, ou les artistes contemporains tels que Yayoi Kusama et Marina Abramović. Maintenant, l'artiste suisse Pippi Lottie-Rist a une grande rétrospective Open My Glade au Louisiana. Cette exposition est le résultat d'une collaboration entre le conservateur du musée et l'artiste. Il y a de plus en plus d'expositions d'artistes femmes au Louisiana et donc on utilise ces expositions pour réécrire l'histoire de l'art. Mais le musée veut montrer les œuvres contemporaines, mais comme la plupart des musées d'art contemporain et moderne dans le reste du monde, le Louisiana semble préférer faire la collection d'artistes masculins. Eh bien, je me permettrai de clore là-dessus avec cette presque dernière diapositive que je vous montre. Voici la première sculpture d'une femme artiste dans le parc du musée Louisiana. C'est une artiste polonaise, Alicia Quadras, et cela s'appelle Pars Pro Toto. Et cette œuvre a été acquise l'année dernière. Et ici, vous voyez, je ne sais pas comment on le prononce, mais ce sont les planètes de marbre de Quad qui sont à côté de la série de Enlightened Briefs 2011 de Pippi Lottie-Rist. Ceci attire les jeunes visiteurs et peut-être discuteront-ils du paradoxe du musée d'art contemporain sur Instagram, pourquoi pas. Thank you, Marlene. We're going to change seats. We're not changing names, though. So let me see. And I'm going to sit. So, because I have to take off my glasses. Oh, this is the last slide. Alors, ici, c'est un livre dans lequel j'ai participé. J'ai écrit une partie, il vient d'être publié. Ceci pour vous montrer la belle collaboration entre la Norvège et le Danemark. Alors, je suis directeur du centre d'art René Onstat. En général, on appelle ça Kunstcenter, centre d'art qui a ouvert 10 ans après le Louisiana, dont on vient de vous parler. En 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont devenues la norme après 10 ans. Et quand le René Onstat a ouvert, il a formé la base
du Louisiana, du musée d'art moderne et du centre d'art. Donc un rôle tout à fait important pour ce musée. Et comme vous le voyez, tout comme pour le Louisiana, c'est pas facile de trouver l'entrée à ce musée. Pas d'escalier, de colonne. Pas d'escalier, de colonne, donc l'entrée est difficile. Et peut-être entre l'intérieur et l'extérieur, y a-t-il une chose à voir? Et puis la façade, regardez la façade qui est en verre, ne donne pas tellement de différence entre ce qui est à l'intérieur et l'extérieur. Donc pas de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Tout comme le Louisiana d'ailleurs, il est entouré d'un parc joli. Enfin, le parc de Louisiana est fantastique, je très beau. Enfin, un bon parc, très bon. Et puis, quelques sculptures ici que je qualifierais de féminines. Les trois institutions qui ont décidé de construire cet ensemble, donc, en tant que centre d'art, ont pris en compte le fait que celui-ci était le centre d'art. Alors, quelle est la différence entre un centre d'art et un musée, me direz-vous? Bon, un musée, bien sûr, collectionne, présente, réhabilite, restaure et conserve. Ils avaient une collection, ils avaient eu des collections, mais 3 mois avant l'ouverture, ils ont changé le nom de Hunstadt Museum à Hunsel Kunstcenter. Parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont pensé en 68 que Kunstcenter, un centre d'art, était bien plus contemporain et moderne qu'un musée plus ennuyeux d'appellation. Moi, je dirais aujourd'hui qu'il n'avait peut-être pas tort. Il se passe tellement de choses dans les musées, néanmoins. Et c'est un outil fantastique pour regarder le passé et regarder l'avenir, et l'art contemporain le permet. Nous avons ainsi des collections, nous avons une histoire, nous avons un rôle à comprendre l'histoire qui est devenu encore plus important qu'auparavant. Donc moi je dirais, en tant que directeur de ce centre, et j'y travaille à ce Henny Hunstadt Museum, que j'aime beaucoup qu'on l'appelle un Kunstcenter. Je crois qu'ils étaient tellement modernes quand ils l'ont ouvert qu'ils pensaient qu'ils créeraient un musée qui pourrait être utilisé pour plein de choses. Ils ont construit un grand espace, un théâtre pour le ballet. Les ballets modernes, d'ailleurs, ont commencé dans ce musée. Maintenant, nous avons des scènes pour les ballets, les opéras, le jazz, la danse moderne, qui a sa propre maison. Mais à l'époque, c'était vraiment un melting pot. C'était vraiment un ensemble d'attitudes, de styles et d'idées. Et puis assez radical quand même. 68, c'est très différent de 58. 68, là, nous avons des happenings très forts pour les autres musées aussi. Et on le voyait comme quelque chose qu'il fallait voir, même si le programme était très radical. D'abord, il y avait une base de ciment, des intérieurs en teck, en contraste au programme tout à fait radical. Donc, l'environnement était très différent du contenu. Alors, avec tout ce patrimoine de styles mélangés, la possibilité de penser de façon non linéaire, en chronologie, en tant que directeur et conservateur, j'ai toujours pu regarder celle d'exposition qui associait le travail historique et le travail contemporain, et que chacun lance un défi à l'autre dans des expositions, selon des sujets, plutôt que des sujets historiques. C'est quand même un défi, tout un défi. Mais c'était très drôle. Et puis travailler dans un musée aussi, comme un Kunsthalle, on peut travailler donc avec les artistes de façon très proche, comme le Louisiana, pour développer avec les artistes un certain nombre de projets. Alors je vais vous présenter un projet maintenant, et puis je vais vous passer un certain nombre de diapos. Désolé pour les interprètes parce que je vais lire mon manuscrit. Si ça va trop vite, je ferai d'électrochocs à madame, je crois. Nous avons un programme de recherche, là où les artistes, en fait, peuvent faire de la recherche. Ils peuvent aussi être doctorants pour travailler sur leurs sciences.
Et la discussion entre science et art, c'est quelque chose de très impressionnant. En 2013, j'ai invité un artiste, Anja Goethe, pour effectuer des recherches avec moi, pour moi. Elle était donc boursière, chercheur à l'académie. Elle regardait un petit peu les problèmes de l'éducation. Mais aujourd'hui, l'éducation, c'est l'enseignement plutôt. Historiquement, cela avait l'air peut-être différent. Alors comment? On a commencé un projet, Learning for Life. Donc c'est l'apprentissage à vie. Est-ce qu'il y a des Suédois ici? Non? Bon. Carl Mannheimer, c'est un producteur de films très difficile. Learning for Life, il a regardé aussi. C'est une série, c'est un feuilleton qu'il avait donc filmé. C'est un programme qui a donné le titre du projet. À partir de là, on a développé un autre livre. Lars von Larsen, que vous connaissez, Lars Bang Larsen, très scandinave comme nom, a édité donc, ce livre, donc historien d'art, avec une sorte de connotation très suédoise. Donc le fantôme de la liberté, art contemporain, paradoxe de l'enseignement, Learning for Life, voilà le projet. Il s'agissait, en Learning for Life, apprendre de la vie, de voir comment on peut apprendre pour être libre au sein d'une institution où les méthodes pédagogiques impliquent une subordination. Ça, c'est une discussion assez classique qu'on a pris de Emmanuel Kant. Il l'avait formulé dans ses essais sur l'enseignement en 1803. Mais le paradoxe pédagogique décrit une relation entre l'autonomie et l'exercice de l'autorité. C'est un problème que l'on trouve souvent dans un contexte pédagogique, école ou d'autres contextes dans la société, là où le pouvoir doit être utilisé. En tant que conservateur, vous en êtes d'accord, être conservateur d'une exposition, c'est une utilisation de pouvoir. Vous trouverez dans la théorie de la gestion du management que l'on veut travailler dans un certain cadre pour exercer un certain pouvoir. Ou bien regarder pour mener au quotidien un musée. Alors, ici, tiré d'un film, cela veut dire la liberté demande que quelqu'un reste libre. Alors, qu'est-ce que cette liberté? C'est une photo quelque part en Norvège, en banlieue. Il y a beaucoup de parents. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils sont à l'extérieur, dans une école, c'est peut-être le premier jour de l'école. Les enfants, ils sont alignés pour dire au revoir à leurs parents avant d'aller pour leur première journée d'école. Mais les enfants ont pris, eux, la caméra de leurs parents et ont photographié leurs parents, au contraire. Autrement dit, qui est-ce qui a contrôlé la photo? L'enfant. Il en a fait tout un film, donc, Larner, pour comprendre la liberté de l'enfant et ce qu'il pensait des écoles. Et il dit, c'est comme l'enfer. Regardez ce bel enfant. Dans le film, il dit que le seul endroit où il se sent libre, c'est quand il a la clé de sa maison et qu'il va tout seul. Il rentre chez lui et il allume la lumière. Ça, c'est son idée de la liberté. Liberté, ça veut dire que quelqu'un soit libre. Et comment amène-t-on quelqu'un à être libre? Ça, c'est un paradoxe classique aussi, un paradoxe pour un musée. Ça, vous le connaissez? L'histoire de Edvard Munch de 2012. Et cela fait partie du décor donc de l'auditorium de l'université d'Oslo. Vous y êtes allé? Oui. Eh bien, en Norvège, c'était un vieux pays à l'époque. Et enfin, on a eu notre propre université. Après les Danois et après les Suédois, mais c'est pas grave. Et Edvard Munch a peint, donc c'était gigantesque tout autour de l'auditorium, cette fresque, cette peinture. Et il n'a pas choisi la science. Il a choisi un pêcheur sous un arbre. C'est un vieux pêcheur et il est aveugle.
Et il apprend à cet enfant, regardez, comment pêcher. Moi, je crois que Moon, c'est très intelligent parce qu'il vous dit que vous avez de l'expérience dans votre corps, dans votre main, et c'est un auxiliaire très, très important donc, dans cette autorité de ce que l'on doit transmettre. Il avait été critiqué à l'époque parce que pourquoi ce costume, où sont les sciences? Mais il a répondu à Christian Fonon, qui était une personne très importante pour le développement de l'enseignement en Norvège, et peintre lui-même d'ailleurs. Donc il a critiqué, parce qu'il y avait un manque de science. Et la réponse a été, les sagas de l'histoire de la Norvège ont été transmises verbalement. Les leçons et les légendes sont préservées, sont conservées dans la langue des personnes. Autrement dit, un pêcheur, il ne faut pas l'arrêter à raconter l'histoire de son pays et de le raconter à un garçon. Mais en même temps, dans les années donc 1900 à peu près, la Norvège a participé à l'exposition donc universelle de Paris. Qu'est-ce qu'a envoyé la Norvège? Des tests. Pour présenter un petit peu comme les enfants norvégiens savaient bien écrire. Et là aussi, il y a eu des levées de boucliers. Ici, il est dit Marstrom, Marstrom, Marstrom. Vous savez, c'est la personne qui doit écrire complètement la même chose à la main. Ensuite, il a dit on ne peut pas faire marche arrière. Il faut répéter tellement de choses, il faut répéter tellement de fois que cet enfant y arrivera. Ça, c'est de la technologie en quelque sorte. C'est ce dont on a besoin, mais pour qu'un bureaucrate devienne bon. Mais en montrant ceci, la Norvège a montré le standard et la qualité d'apprentissage de l'enfant. Travailler dans un musée contemporain, cela veut dire que vous pouvez associer toutes ces choses dans un musée. Lorsque vous faites des recherches, regardez comment est la scénographie, avec des livres bien présentés. C'est très touchant. Même musée. Nous avons emprunté quelque chose de tout à fait intéressant. Regardez, il y a des œuvres en textile. C'est pas de l'art de forte qualité, non. C'est le travail de certains enfants. Regardez, en rouge, vous avez une ligne qui définit clairement 1975. Là, on a une nouvelle loi sur l'école. Et là, je vais lire. Ce sont des broderies et les filles, donc, ont travaillé à l'école. À gauche, vous y voyez, non, c'est à droite d'ailleurs, dit madame, ce qu'ils faisaient jusqu'en 75. Le but de l'instruction, du travail d'aiguille, c'est d'essayer d'amener les enfants à développer leur intérêt, développer leur capacité sur du travail pratique en leur apprenant à garder leurs états en bon état et en les réparant, en les reprisant d'ailleurs. Voilà, ils ont été présentés au musée en 1974. Une nouvelle loi dit il s'agit de stimuler donc l'histoire, leur sens artistique, leur sensibilité par l'expérience de la joie, de la créativité, etc., etc. C'est bien ce qui s'est passé par cette nouvelle loi. Mais en Norvège, il n'y a pas de telle étude classique. On apprend toujours à écrire. Les enfants doivent apprendre tous ces mouvements à l'école. Mais on change aussi nos corps par la façon dont on agit par ces technologies. Dans ce projet, on a invité des artistes sur des nouveaux projets pour les rassembler, pour apporter une sorte de contraste. Ça, c'est une fille qui a 13 ans, travaillait avec un artiste pendant une semaine. Elle a emmené l'artiste dans des endroits qu'elle connaissait, vers des endroits que lui ne connaissait pas. Et puis, ils ont présenté une sorte de journal de ce petit voyage. S'il y a des Suédois, ils connaissent très bien ce tableau.
C'est très, très important comme peinture pour à des fins de discussion. Et en fait, c'est comme ça qu'on mettait les enfants. Pendant des années et des années, ils étaient assis comme ça. Est-ce que vous serez rentable, mes petits amis? C'est le nom de tableau. Grete Tilbach, je crois que c'est un tableau de 72. Donc, vous avez cette espèce de rupture, cette nouvelle discussion après 74 sur l'approche disciplinaire du système et comment le transformer, comment transformer les enfants. Bon, on a présenté ce travail avec un autre, celui-ci, qui est un petit peu comme les cabines dans lesquelles sont assis nos interprètes. D'ailleurs, ces petits cubes-là, qui sont beaucoup plus contemporains. Else Ulenolden, un artiste norvégien, a construit ce cube. Lequel cube est la taille d'une salle de classe de base en Norvège. Autrement dit, physiquement, voilà les conditions d'enseignement mises dans un musée. Et maintenant, nous, à rentrer dans ces espaces qui peuvent être transformés en toutes sortes de choses. Une école de base, c'est quoi? C'est une école sans aucune salle, si ce n'est ce genre classique, celle de Cooper. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et si on a un groupe trop grand, on forme de nouveaux groupes ou sous-groupes. C'est un système donc flexible développé par les agences de construction pour l'enseignement. Et l'idéologie de l'enseignement aujourd'hui, et comment nous sommes tous en train de le développer, est à prendre en compte. Ça, c'est à l'intérieur. Pas de plafond, pas d'air conditionné. On n'est pas censé être là tout le temps. Vous pouvez parler de l'enseignement, de la liberté aussi, sans aborder ce projet. Pane Nielsen, qui est un architecte danois, très célèbre dans ses sculptures de plein air, a travaillé pour un musée en 1978 au Danemark, là où il a construit, regardez, un terrain de jeu fou pour les enfants. Là, il a dit, pas d'exposition. Ce n'est qu'une exposition que parce que les enfants jouent dans un musée. C'est une exposition pour ceux qui ne jouent pas. C'est pour ça qu'on l'a appelé un modèle. C'est un modèle, mais un modèle, c'est la société qualitative. Et peut-être sera-ce le modèle de la société que les enfants souhaitent, afin que les enfants qui peuvent nous dire tellement, tellement de choses sur leur propre monde puissent devenir un modèle pour nous. Enfin, nous l'espérons. Et donc, on laisse les enfants présenter leur modèle à ceux qui travaillent et qui sont responsables de l'environnement qui est ainsi apporté aux enfants à l'extérieur, mais dans le monde adulte. Lorsqu'ils ont quitté, et lorsqu'ils ont laissé les enfants donc jouer tout seuls, on ne pourrait plus le faire maintenant pour des questions de réglementation et de sécurité. On ne pourrait plus laisser les enfants comme ça tout seuls. Cette exposition, en fait, a eu lieu parce qu'il y avait des caméras de surveillance. Et donc, les scientifiques pouvaient suivre les enfants. C'est une sorte d'expérience. C'est quand même un défi, parce qu'ils jouent librement, ils ont créé librement ce jeu à une sorte de cadre idéologique, très fortement idéologique. Et c'est ce que Larson, un politique célèbre, avait dit à l'époque. Donc c'est un projet politisé avec des enfants dedans. Mais il y a encore beaucoup de choses qui ont dû être testées dans nos musées modernes par ces projets. Cette liberté, le fait que l'on pouvait prendre quelque chose et en apprendre, eh bien, c'est quelque chose qui disparaît dans notre monde aujourd'hui, petit à petit. On a vraiment beaucoup, beaucoup de films dans cette exposition aussi, mais je vais sauter à autre chose. Non, il ne me reste plus tellement de temps non plus. Bon. Je vais vous montrer peut-être ici cette artiste Priscilla Fernandez. Elle a travaillé sur un meilleur monde.
Vous connaissez Kidzania? Certains d'entre vous, oui. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai jamais pu y aller, mais j'en ai entendu parler. Ça fait partie donc d'une chaîne internationale pour des enfants qui, dans des centres commerciaux, peuvent aller jouer quelque part. Les enfants peuvent jouer, travailler dans un environnement qui est leur proche, en jouant des rôles comme un adulte. Et la fatigue de cet enfant en jouant une dame dans un magasin, c'est quand même intéressant. Et celui-ci qui travaille à McDonald's, qui fait semblant il fait semblant en tout cas d'y travailler. Priscilla Fernandez, vous verrez à la fin, elle a un double projet parce qu'elle a aussi filmé ce que Paula Nilsson aurait exactement fait pour voir un petit peu comment les enfants jouaient. Au lieu de commencer par une réglementation, voir un petit peu comment les enfants jouaient tout seuls. Donc elle a doublé cette perspective de l'ensemble de ses films. Donc un jeu, mais très contrôlé, des conversations sur un jeu, un peu comme avant les années 70. Alors qu'est-ce que l'on retire de ce projet dans un musée? Une fois que l'on a ouvert cette discussion, il faut regarder les conséquences de ce que l'on fait, tester. Et les chercheurs ont donc fait une très belle exposition qui a amené aussi la possibilité de changer les hiérarchies. Et dans de nombreux musées, où sont les ateliers des enfants? Là où il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire en sous-sol. Donc on a testé, on s'est dit, bon, allez, les enfants, on va les remonter à la lumière et faisons-y une exposition en sous-sol. Vous voyez, il y a même des grillages. Donc les enfants, on les a remontés dans l'espace d'exposition. C'était amusant, il y avait beaucoup de peintures sur les murs, des tableaux. Vous voyez que les enfants donc, ont travaillé dur, ils ont peint. Et c'est un hall qui est devenu une sorte de chaos massif, là où les enfants pouvaient jouer. On a dû le peindre et le repeindre un grand nombre de fois. Mais ils ont beaucoup développé, avec beaucoup de fantaisie, tout un monde imaginaire. Mais dans l'idée d'un programme d'enseignement, un musée, ça n'est pas qu'une exposition. Il y a des programmes pour les enfants, il y a des écoles le soir, des cours. Les enfants, bien sûr, peuvent prendre leur classe là où ils pensent que c'est le mieux et voir un peu ce qui s'est passé. Ben, la même chose, donc, dans le projet de Nielsen, les enfants ont joué librement et c'était ça l'exposition. Et puis après, on s'est dit, allez, on préfère être à nouveau dans notre salle de classe. Parce qu'on veut être en paix quand on développe un projet, on veut qu'on nous laisse en paix. Alors Nils les a renvoyés dans leur salle de classe. Enfin, on en a fait une exposition. Ça, c'est la pierre philosophique, ce qu'on appelle la pierre du philosophe. Un lourd granit dans cet espace, c'était en 2004. Ah, voilà les enfants qui reviennent dans leur espace d'ailleurs, tiens. Et ça, c'est peut-être votre directeur futur. Peut-être que ce sera le leader d'une grande compagnie de pétrole. En fait, ce qu'un musée peut faire aujourd'hui, c'est bien quelque chose qui est joué donc dans un espace de libre pensée, pour penser librement, pour développer quelque chose qui ne va peut-être pas mener à une classification ni un système purement de tests, mais voir un petit peu comment ils peuvent se trouver. Donc c'est important de se trouver soi-même, de se connaître soi-même. Cette fille, voilà, elle a terminé ses études supérieures, elle s'est photographiée et on apprend quelque chose. D'être dans une troisième dimension, dans trois dimensions plutôt qu'une seule, comme elle l'a fait dans ses photos. Voilà ce qui se passe quand vous créez de la technologie et que vous l'amenez dans un musée. Aucun des enfants ne regardait l'artiste. Ils étaient tous sur l'écran. Alors, trouver une façon de développer des projets qui vont associer la possibilité d'une interaction, prendre des photos, faire partie de quelque chose et non pas être tous collés, absorbés par un petit écran. Il faut combiner ces deux choses. Eh bien, c'est là le défi pour les musées à l'avenir. Merci. So, any questions? Y a-t-il des questions? I mean, what I think. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de ce que l'on prend pour acquis
une exposition, ce n'est pas quelque chose qui est construit en soi. Revenez vers la National Gallery et faire une exposition en soi. Maintenant, c'est déjà de l'éducation. C'est un but. Alors qu'aujourd'hui, on a peut-être séparé exposition et enseignement. Et les deux développent en parallèle leur propre programme par rapport à ce qu'une exposition pure devrait être. What do you say? I would. Je suis curieuse de voir, puisqu'on n'en a pas tellement parlé auparavant, mais je pense que les deux documents les deux présentations étaient assez complémentaires. Et est-ce que cette façon de penser le musée est spécifique à nos pays, vous pensez? Ou est-ce que vous avez donc une approche muséale semblable par ici? Est-ce que vous le savez? Because one of the En fait, l'un des exemples clés d'un nouveau musée tel que celui-là, ce serait le Centre Pompidou, n'est-ce pas, de 1977. Mais en fait, aujourd'hui, y a-t-il beaucoup d'interactions des enfants dans ce musée qui peuvent jouer librement? Micro, s'il vous plaît. Merci. Au Centre Pompidou, il y a une galerie pour les adolescents de 10 ans à 15 ans. Ils peuvent créer leur propre art. Et ils ont une équipe, par exemple. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai écouté et il y avait des prononciations de voix, il y avait du son. Et j'entendais leur voix et ils faisaient une activité à ce sujet. Je crois que les nouvelles technologies vont changer cela. Est-ce que vous jouez des jeux vidéo parmi le public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue des jeux vidéo? Non? Vous savez ce que c'est, les jeux vidéo? Vous savez ce que c'est le e-sport? Maintenant, les concerts ont lieu dans... non, maintenant, les matchs ont lieu dans l'espace numérique. Et donc, on peut avoir atteint... C'est là que tout se passe maintenant. C'est là, dans l'espace numérique, que se passent les choses, les matchs, etc. Et ça, c'est un vrai défi. Il y a Bibella Terrestre qui a une exposition actuellement au Louisiana et c'est intéressant de voir cela. Je ne sais pas si vous connaissez son travail. Elle travaille avec des vidéos et de l'image mouvante et ainsi aussi elle fait des installations où le visiteur est englobé. On ne voit pas seulement l'image d'un salon, mais on devient acteur dans un salon soi-même et on se déplace dans cette installation où on s'assied sur le canapé et on regarde au plafond et on voit des espèces de rêves au plafond. Elle a commencé à faire des films musicaux et puis, pour la musique et puis elle a petit à petit elle a continué et ça a été intéressant pour moi de voir que tous les types de visiteurs viennent à l'exposition. Les enfants, ça leur plaise aux enfants, aux femmes, aux hommes aussi. Parce qu'en fait, elle avait toutes ces nouvelles technologies, mais qui étaient utilisées de façon différente que celle qui est disponible dans d'autres espaces en dehors du musée d'un autre côté. Je pense que une des choses que peuvent faire les musées par rapport à toutes ces nouvelles technologies numériques, c'est de montrer quelque chose d'autre, de montrer et de présenter des espaces où l'on peut être ensemble de différentes façons. Je suis d'accord. C'est pour cela que MOOC est encore aussi important, n'est-ce pas? Merci. Merci à vous.